goût d'entreprendre, Paul Barraud. Et le goût d'entreprendre dont nous parlons aujourd'hui, c'est celui de Bruno Déshonnête. Il est le président d'Epsilon, une entreprise d'ingénieurs spécialisée dans la recherche et l'étude sur le thermique. Tout cela pour prévenir des éventuels accidents dans les grosses machines, comme par exemple les avions. Bruno Déshonnête, pour cette deuxième partie d'émission, nous allons parler un petit peu de votre sens de l'éthique en tant que dirigeant et ingénieur, qui est tout à fait particulier. Pour en discuter pour ce débat, nous avons dans ce studio un habitué du goût d'entreprendre. Je cite Jean-Marie Ferenbach. Jean-Marie, vous êtes, pour le rappeler, un ancien cadre aéronautique, un secteur donc que vous connaissiez bien, et vous êtes aussi membre des Semaines sociales de Toulouse. Vous voulez commencer un peu avec une réaction, c'est l'aspect, l'attitude, on va dire, préventive de cette entreprise pour prévenir éventuellement les risques liés à la surchauffe. Cet aspect, la prévention qui la pousse à se comporter, on va dire, différemment des autres boîtes d'ingénieurs, on peut le dire, en manière d'éthique et de comportement par rapport aux clients. Oui, Paul, bonjour. Il me semble qu'effectivement, on est sur un domaine extrêmement intéressant là, de l'éthique industrielle dans l'activité de cette société, à savoir que le préventif implique un travail sur des choses qui peuvent se produire, mais dont on n'est jamais sûr. La probabilité étant un phénomène qu'on ne peut pas totalement contrôler, on peut le chiffrer en fonction des expériences ou d'un certain nombre d'acquis du passé. Mais on est dans un domaine extrêmement sensible dans la mesure où les éléments qu'on peut déterminer, qui sont toujours un peu probabilistes, eh bien, conduisent à des décisions qui peuvent être extrêmement coûteuses et inversement peuvent conduire à des catastrophes. Alors, ça m'intéresserait qu'on creuse un tout petit peu cette question. Comment est-ce que se traite ce genre de questions ? J'imagine que quand vous faites un travail pour un contractant, vous allez tomber sur un panel de solutions ou un panel de questions, et comment, dans cette situation difficile, comment se prend une décision entre votre contractant et vous, qui êtes l'expert ? C'est une excellente question. Vous savez, les décisions se prennent dans un environnement qui, de toute façon, est trop contraint. Donc on n'a pas un choix. On doit lâcher des contraintes pour essayer de trouver un ensemble potentiel de contraintes qui sont financières, des contraintes qui sont de planning, des contraintes qui sont d'optimisation du process, des contraintes qui sont sur la performance du produit, des contraintes qui sont sur la manière dont l'utilisateur final va apprécier le produit, sur le coût. Enfin, voilà. Il faudra qu'on lâche des contraintes pour se retrouver dans cet environnement-là. Et c'est cette négociation de relaxation des contraintes qui est assez complexe avec les clients et qui est d'autant plus complexe quand la dangerosité du système lui-même amène effectivement à des réflexions poussées sur la sécurité des personnels. Vous savez, on est sur une éducation dans laquelle on a un grand principe en France qui s'appelle le principe de la précaution. Par précaution, quand un volcan explose il y a quelques années, on cloue le trafic aérien parce que des particules viennent effectivement se mettre dans les moteurs, viennent fusionner dans le moteur et viennent mettre des couches dans les pales des moteurs et peuvent effectivement arrêter le moteur. La solution, c'est de faire à moins 10 000 ou à moins 5 000 mètres, enfin, c'est d'arrêter les moteurs, de laisser l'avion refroidir, plonger. C'est jamais facile, c'est jamais simple, mais voilà. Par précaution, on arrête une flotte. Et depuis peu de temps, je fais partie des gens qui essaient de se battre là-dessus, de mettre en place le principe d'innovation en face d'un principe de précaution. C'est-à-dire que vous avez un principe de précaution qui est on sait ce qu'on risque, et je voudrais qu'on ait en face à chaque fois un principe d'innovation qui serait de dire vers quoi on pourrait aller si on osait le risque, si on osait quelque chose de différent. Et les premières fois où on a vu les principes d'innovation arriver dans la recherche, enfin dans la littérature, dans les écrits aujourd'hui, c'est sur les rapports qui étaient menés par Anne Lauvergeon il y a pas très longtemps sur les 7 grands axes d'innovation française, où en préambule ils ont inscrit le principe d'innovation. Et je crois que votre question, le fond de votre question se pose là-dessus, dans ce que j'appelais moi les contraintes, c'est la précaution, l'innovation, mettre les deux face à face et pour avoir un contrebalancier sur la précaution et aussi un contrebalancier sur l'innovation. Ne pas avoir une innovation qui est insensée, qui n'a pas de sens à ce que l'on fait, qui n'a pas de sens à la technologie, qui n'a pas de sens pour l'utilisateur au bout du bout. Donc il vient effectivement la précaution un peu peser la notion d'innovation, mais aussi une innovation qui est capable de dire à la précaution, attendez, on peut avancer aussi. Voilà, donc ces deux principes sont des principes qui, à mon avis, comme on a liberté, égalité, fraternité, on a 3 principes qui s'opposent, qui sont complémentaires dans la nation, d'avoir 2 principes, précaution et innovation.
Je vous remercie, parce que je crois que là, vous avez touché un sujet que beaucoup d'auditeurs ne connaissent peut-être pas très bien, à savoir que les ingénieurs et les scientifiques ont aussi des préoccupations éthiques fondamentales et ont à vivre avec, et qu'elles sont quelquefois pesantes, je crois qu'il faut le savoir, hein, quand on est dans ces métiers. Il arrive qu'on sache qu'il y a un risque. Est-ce qu'on garde le risque? Combien de temps est-ce qu'on peut vivre avec, hein, avant de prendre une décision en caractère, je dirais, curatif, hein, ou préventif sur des événements qui sont peut-être dangereux? Et je crois que c'est très intéressant que on sache, les auditeurs, hein, que ces préoccupations sont au cœur des travaux de votre société, comme d'autres bureaux d'études qui ont effectivement à gérer le risque, hein, car le risque zéro n'existe pas. Et j'ai beaucoup apprécié votre équilibre à trouver entre précaution et innovation. On s'est tellement polarisé sur la précaution que quelquefois on a paralysé un certain nombre de décisions. Bon, une question peut-être sur le fonctionnement interne de votre maison, parce que vous avez déjà une population non négligeable de salariés. C'est une entreprise qui tourne avec plus de 60 personnes. 62. Hein, et vous avez donc une population qui a vieilli chez vous. Vous avez donc un management de ces personnes, un recrutement. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot de quelle est votre philosophie, votre stratégie par rapport au management et par rapport au recrutement de votre entreprise? Ma stratégie, elle est très, très basique. C'est la diversité est une vraie chance. Donc la diversité en termes d'école, c'est-à-dire je fais de la discrimination positive quand il y a trop de gens d'une même école. Vous savez, les lobbies des écoles arrivent. De la diversité entre écoles d'ingénieurs et facultés, c'est pareil. On a des richesses différentes. De la diversité hommes-femmes. Donc on a aussi de la discrimination positive quand il s'avère que sur une certaine population, on n'est pas assez en recrutement du monde universitaire, pas assez en recrutement des personnels féminins, ou pas assez en recrutement de gens qui viennent d'une certaine voie éducative. Donc on a une politique de diversité qui fait que la richesse, en fait, c'est le carrefour de ces diversités, c'est de l'innovation ouverte. Vous avez une boucle d'innovation dans l'entreprise où c'est parce que des gens venant de métiers différents, de domaines différents, d'horizons différents, de cultures différentes aussi se rencontrent, que naît de la richesse de l'innovation. Quand vous êtes monoculture, vous avez une mono-innovation et vous avez un monoprocess. Voilà. Donc, je suis toujours très veillant je fais la discrimination, oui, mais positive à l'embauche. Donc, c'est vraiment la première chose que vous regardez dans un CV, c'est par quelle école il est passé? Non, la première chose que je regarde quand quelqu'un arrive, c'est où je suis faible dans l'entreprise et à compétence égale, qualité égale, vers quelle typologie de personnes je souhaiterais plutôt donner une préférence. Et au niveau de vos processus décisionnels, est-ce que votre management est ouvert à des participations de vos équipes, ou comment est-ce que vous procédez pour prendre vos grandes décisions de choix stratégiques d'entreprise, puisque 60 personnes, c'est quand même une grosse entreprise déjà. Alors, j'ai un comité de direction donc, qui est assez équilibré entre des jeunes et des plus anciens, entre des hommes et des femmes, c'est 4-5 personnes, donc c'est pas un comité pléthorique, et donc qui essaye effectivement de structurer l'entreprise avec un autre leitmotiv d'entreprise qui est le juste équilibre entre ce que j'appelle les 3 vies, c'est-à-dire la vie associative, la vie familiale et la vie de l'entreprise. Chaque personne normalement constituée à 3 vies. La vie associative, ça peut être les copains, le club de foot, la télé, le spectacle, fait ce qu'on veut. La vie familiale, on le comprend très bien, la vie entreprise. Et l'entreprise, c'est une de ces 3 vies. Donc l'entreprise, effectivement, a un devoir d'enrichir ses collaborateurs, de leur demander aussi, en contrepartie, un certain travail, mais d'ouvrir aussi ses portes en pénétration aux autres vies et d'être aussi présent dans les autres vies. Donc l'objet de l'entreprise en termes de management, c'est de faire en sorte que ces vies puissent s'exprimer nominalement. Donc pas de réunion après 17h ou 18h le soir. On fait en sorte que les garderies, les crèches, on essaie d'aider au maximum les 2 vies, tout en faisant en sorte que je ne peux pas me substituer au manquement de l'État ou au manquement des collectivités en termes de crèche, en termes d'éducation, en termes de salaire, en termes de charges sociales. Voilà. Donc chacun dans son périmètre, mais être contributeur à un équilibre harmonieux de l'ensemble des vies de mes collaborateurs. D'ailleurs, indépendamment de votre volonté, ça a été un peu remarqué dans le bassin d'emploi de Toulouse, votre stratégie de promouvoir un peu cette égalité au niveau professionnel et personnel. Ce que je veux dire, c'est que vous avez été plusieurs fois récompensé par rapport à votre RSE au terme de la région.
On a malheureusement, cette année, vous avez participé au prix égalité du Conseil régional. Je dirais que vous avez gagné il y a quelques années. On est prophète sans le savoir des fois. C'est les pratiques de l'entreprise. Ça fait 20 ans qu'elles existent. Ça fait 20 ans qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Et je suis très surpris qu'on donne des prix à des gens qui, comme moi, depuis 20 ans, font des choses qui sont du bon sens, de la simplicité. Et comme je disais tout à l'heure, parce que vous avez relevé le principe d'innovation et le principe de précaution, mais l'autre mot que j'aime beaucoup, c'est les 3 mots de la République française, c'est liberté, égalité et fraternité. Et je pense qu'on n'est pas assez sur le mot fraternité en France. Et qu'on veut être tous libres et égaux, ce qui est totalement opposé, parce qu'on ne peut pas être plus égaux que les autres ou plus libres que les autres, sans leur marcher dessus, etc. Mais ça peut se faire si on est fraternel. Et je crois que la fraternité est oubliée. Dans l'entreprise, il y a quelque chose qui est fondamentalement chez moi important, c'est cette notion de fraternité. C'est-à-dire ce respect des gens dans ce qu'ils sont, dans d'où ils viennent, qu'ils soient hommes, femmes, handicapés. Ils sont tous différents, ils sont tous enrichissants et ils sont tous un être humain à part entière, avec leurs vraies valeurs. Donc en fait, vous pouvez confirmer, donc, au niveau des chiffres, sur vos 62 salariés, il y a 15 femmes pour 47 hommes. Ça, l'explication en fait, de la différence au niveau des effectifs, c'est surtout votre secteur de métier qui reste encore très majoritairement masculin. Et d'un autre côté, donc, ça veut dire que vous avez la preuve que sur les mêmes bulletins de salaire, pour la même qualification entre une femme et un homme, il n'y a pas de différence. Ça fait 20 ans. Alors, à votre avis, pourquoi chez les autres, il y en a ? Parce que l'économie est un système compliqué. Vous savez, vous avez une différence entre le comportement masculin et féminin en France, de par notre éducation judéo-chrétienne, de par notre culpabilité, de par notre économie, qui fait que c'est la femme qui doit partir à 5 heures chercher les gamins à l'école. Ça, c'est notre éducation, qui fait que physiquement, c'est la femme qui porte un enfant, et ça, c'est très bien, mais c'est comme ça aussi. Et que quelque part, l'économie n'a pas de pardon sur ça. On ne lui demande pas non plus d'en avoir forcément, et que cette absence ou ce retard ou ces conséquences font qu'effectivement, et de manière, on va dire, keynésienne un petit peu, on arrive à avoir des financements ou des salaires qui sont plus faibles d'un côté que de l'autre. On oublie le mot fraternité. C'est-à-dire que si on raisonne liberté, égalité, il est normal que la femme soit moins bien payée qu'un homme parce qu'elle est moins disponible, elle est moins présente et elle fait des enfants. Si on raisonne fraternité, s'il n'y a plus d'enfants, on est mort, et c'est quand même une belle chose qu'on ait des femmes en France et qu'on ait des femmes qui nous accompagnent, et c'est une merveille pour nous. Donc si on revient dans la fraternité, on est heureux de les payer pareil. Je suis très heureux de les payer pareil. Je suis très heureux de faire en sorte qu'elles puissent partir s'occuper de leurs enfants, et je suis très heureux quand j'ai des papas chez moi qui se mettent au 4-5e pour aller s'occuper de leurs enfants le mercredi après-midi. Eh bien, merci de nous faire partager ce témoignage. Juste un dernier chiffre pour illustrer ce que vous avez dit. Combien vous êtes dans la direction à Epsilon ? On est 4 en tout. Vous êtes 4 vous compris ? Moi compris. Ouais. Donc vous êtes qu'avec des femmes dans la direction. Une femme, non. Moi j'ai noté 3 femmes font partie de la direction. Oui, parce qu'on élargit un petit peu. Le comité central, sinon effectivement on est 5, il y a 3 femmes. Bon, voilà. Mais en tout cas, il y a de tout, et c'est vraiment, c'est pas non plus démagogique. Non, c'est naturel. Non. Oui. Voilà. Mais donc, Jean-Marie, un mot de conclusion peut-être, si vous voulez rajouter quelque chose, vu que c'est un métier qui vous tient à cœur. Oui, je crois que c'est très encourageant de voir des entreprises comme la vôtre qui se posent de très très bonnes questions, que j'apprécie énormément en tant que ingénieur, ayant vécu ces questions pendant ma carrière. Et je crois aussi que c'est un témoignage de dynamique qui est tout à fait à retenir, parce que nous nous réjouissons quand de telles perspectives sont ouvertes par l'emploi, alors qu'on passe son temps à se lamenter de ce que rien ne marche, qu'on ne peut rien faire, que notre industrie occidentale est foutue, que place aux Chinois ou je ne sais pas qui. Alors merci. Merci à vous en tout cas aussi. Oui, merci à vous Bruno Deshonnette d'être venu sur Radio Présence nous faire partager ce goût d'entreprendre. Et même si votre entreprise Epsilon existe depuis 1992, je pense qu'il est plutôt logique de vous souhaiter bon envol. Merci beaucoup. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.